Nous sommes en pleine guerre froide. À New York, un homme fait une chute inexpliquée de la fenêtre d'un hôtel. Dans le Kentucky, lors d'une expérience secrète, on fait ingérer du LSD à des détenus pendant 2 mois et demi. À Montréal, un médecin fait subir des centaines d'électrochocs à ses patients psychiatriques. Jusqu'où est allée la CIA pour lutter contre la nouvelle menace communiste? Guerre biologique, lavage de cerveau et même assassinat? Quelle est la véritable histoire des expériences secrètes de la CIA? Manhattan, 1953. 2 heures du matin en ce week-end glacé de Thanksgiving. L'hôtel Statler sur la 7e avenue. Un homme fait une chute mortelle du 13e étage. Le réceptionniste de nuit, Armand Pastor, se précipite sur les lieux. Je suis sorti, et là, j'ai vu un homme étendu près d'une cloison vitrée. Je ne pensais pas qu'il était encore en vie. Mais il était étendu, et il me regardait. Il essayait de me dire quelque chose. Il me regardait de façon très intense, les yeux grands ouverts. Et j'essayais de lui parler pour pouvoir comprendre ce qu'il voulait me dire. S'agit-il d'un suicide ou d'un acte plus effroyable? La victime est Frank Olson, 43 ans, chercheur en armes biologiques pour l'armée à Fort Detrick dans le Maryland. Ce que peu de gens savent, c'est que Frank Olson travaille également pour la CIA. La mort d'Olson n'est qu'une des pièces mystérieuses d'un puzzle bien plus complexe qui choquerait les Américains s'ils en avaient connaissance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain procède à de nombreuses expériences médicales secrètes dans l'espoir de gagner la guerre froide. Exposant à leur insu de simples citoyens à des agents biologiques et chimiques. Développant des techniques de manipulation mentale pour créer des assassins sous contrôle. Et planifiant même des assassinats de dirigeants étrangers. Quelle est l'étendue de ces expériences de lavage de cerveau? Comment la CIA s'est-elle retrouvée impliquée dans des recherches aussi poussées et inquiétantes? Le jour du débarquement, la fin de la guerre révèle au monde l'étendue des atrocités nazies. Dans les camps de concentration, les recherches médicales sur les prisonniers incluent des expérimentations mentales autant que physiques. À Dachau, les Allemands faisaient des expériences sur l'hypnose et sur l'administration de drogue au cours des interrogatoires, afin de trouver un moyen de contrôler les individus et de les faire parler contre leur gré. Une volonté de maîtriser l'art de la manipulation mentale. De nombreux médecins nazis sont jugés pour crimes de guerre au procès de Nuremberg. Mais tous les criminels ne passeront pas devant les juges. Certains scientifiques dotés de compétences potentiellement utiles sont exfiltrés vers les États-Unis par la CIA dans le cadre de l'opération Paperclip. Certains ne pouvaient pas obtenir de visa parce que c'étaient des criminels de guerre. Donc Paperclip et d'autres projets étaient des opérations secrètes servant à contourner les exigences du département d'État pour les faire entrer aux États-Unis. Ces nouvelles recrues sont immédiatement mises au travail pour contrer une menace qui émerge rapidement, la puissance grandissante de l'Union soviétique. Dans les années qui suivent, la guerre froide prend une ampleur inquiétante, les deux blocs s'affrontant pour la suprématie militaire et scientifique. Ce sont les espions qui mènent la danse. La CIA se lance dans un programme de recherche classé ultra sensible de plusieurs millions de dollars sur l'utilisation secrète de matériel biologique et chimique. Une tournure bien innocente pour décrire un arsenal effrayant d'armes peu orthodoxes. Des bactéries pour infecter l'ennemi. Des poisons pour les assassinats.
des sérums de vérité pour les interrogatoires. À la tête de ces recherches clandestines se trouve le docteur Sidney Gottlieb, responsable du département top secret de chimie de la CIA. C'est un chimiste qui a mis au point toute la méthodologie des gadgets de l'espionnage. Le genre de choses, si vous aimez James Bond, que Q lui donne. Gottlieb travaille en collaboration avec des scientifiques de l'armée à Fort Detrick au développement d'armes biologiques à l'usage de la CIA. Dans l'armoire à pharmacie à Fort Detrick, il y avait la maladie du charbon, la peste, la brucellose, toutes les grandes maladies. En 1953, ces opérations spéciales à Fort Detrick sont dirigées par Frank Olson. La semaine de Thanksgiving, Olson est à New York pour consulter un médecin, mais les détails restent flous. Il n'en reviendra pas. Sa famille apprend sa mort tôt le samedi matin. Eric, le fils d'Olson, a 9 ans à l'époque. Ils nous ont dit, on a quelque chose à vous dire, et nous ont expliqué que mon père était tombé ou avait sauté d'une fenêtre à New York. La nouvelle est aussi vague qu'elle est bouleversante. On n'a eu aucun détail, absolument aucun. La confusion entre tomber et sauter a commencé dès le début. D'après le rapport d'autopsie, le visage et le cou d'Olson présentent de graves lacérations. À l'enterrement, le cercueil reste fermé. Et on nous a donné comme explication que ces blessures étaient trop graves pour être exposées. À l'insu de la famille, 2 hommes de la CIA assistent aux funérailles. Le docteur Sidney Gottlieb et son adjoint, le docteur Robert Lashbrock. Il y a en effet une chose que la famille d'Olson ne sait pas encore. L'agent Lashbrock était dans la chambre d'Olson lorsqu'il est passé par la fenêtre et s'est tué. Les circonstances mystérieuses entourant la mort d'Olson soulèvent bien des questions. Certaines réponses sont enfouies dans ses activités secrètes pour la CIA. Olson est spécialisé dans les aérosols. Mais en 1953, sa carrière a évolué entre autres vers la recherche top secret dans le domaine de la guerre bactériologique. Pendant toutes ces années avec le gouvernement, il se posait des questions sur ce qu'il faisait. Il se demandait si c'était bien. Ensemble, la CIA et la division des opérations spéciales de l'armée planifient des expériences sur la dispersion de leurs nouvelles armes biologiques. À plusieurs reprises, elles simulent une attaque sur une ville entière. La cible, la métropole la plus peuplée du pays, New York. L'objectif est d'évaluer la facilité avec laquelle on peut contaminer une ville en diffusant des bactéries dans le métro. Des hommes de Fort Detrick, se faisant passer pour des ouvriers industriels, se postent sur les bouches d'aération du métro. Ils lâchent discrètement des bactéries inoffensives sur les voies, tandis que des agents répartis sur tout le réseau attendent pour faire des prélèvements. Les turbulences provoquées par les trains dispersent rapidement les bactéries dans les tunnels, infectant tout le réseau du métro en quelques minutes. Avec une substance plus dangereuse, une attaque similaire sur une ville ennemie pourrait s'avérer radicale et mortelle. La CIA n'est pas la seule à vouloir développer de nouvelles armes contre les communistes. L'Amérique signe un accord tripartite avec le Canada et la Grande-Bretagne. Les 3 nations vont œuvrer ensemble pour remporter la guerre froide. Progrès, partez en quête du moment. Les recherches britanniques sur les armes biochimiques ont lieu sur la base de Porton Down, au sud-ouest de l'Angleterre. Porton Down était à la pointe des recherches en biochimie dans les années 30 et 40. Porton Down était au courant de l'essai d'infiltration sur le réseau du métro new-yorkais. Il y avait un échange constant d'informations. Il était très courant de croiser un ou plusieurs scientifiques américains à Porton Down. En mai 1953, les chercheurs de Porton Down étudient l'une des substances les plus toxiques pour l'homme, le sarin.
Les expériences sont menées sur des volontaires de l'armée, mais les jeunes soldats n'ont aucune idée de ce à quoi ils s'exposent. Sur le tableau, il y avait une feuille tapée à la machine qui disait « Appel à volontaires pour aider à la recherche d'un vaccin contre le rhume. Les participants recevront une prime. » Je ne connaissais rien aux armes biochimiques. J'étais incroyablement naïf. En se portant volontaire, Ken Earl devient malgré lui un cobaye dans la guerre contre l'Union soviétique. Le 4 mai à Porton Down, lui et 5 autres aviateurs sont conduits dans une petite salle par 2 techniciens. Les 2 hommes nous ont dit de relever notre manche gauche pour exposer notre bras gauche. Les 2 hommes ont alors pris 2 morceaux de tissu et nous les ont scotchés sur l'avant-bras. Ensuite, ils nous ont fait mettre un masque en nous disant de ne le retirer sous aucun prétexte. Et ils ont refermé la porte sur nous. C'était très exigu, très petit. Et j'ai découvert plus tard que c'était une chambre à gaz, ce qui est terrifiant, bien sûr. Un technicien, avec un flacon et une pipette, a fait le tour des volontaires et il a déposé sur le tissu 20 gouttes sur 2 rangées. C'était un liquide transparent. J'ignorais ce que c'était. Je n'ai posé aucune question. Le liquide transparent est du sarin, un agent neurotoxique. Il est rapidement absorbé par la peau et les effets sont immédiats. J'ai fait une crise de claustrophobie. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur à l'idée d'être enfermé et de ne pas pouvoir respirer correctement. J'avais l'impression d'étouffer. Je transpirais abondamment. Et ça m'a vraiment rendu malade. Aujourd'hui encore, j'en fais des cauchemars. Au bout d'une demi-heure, on nous a laissé sortir à l'air libre, suffocant, crachant et trempés de sueur. C'était un magnifique matin de mai, ensoleillé, un vrai bonheur. Quelle merveille d'être en vie. Les dossiers correspondants désignent clairement le but de l'expérience: déterminer la dose mortelle de sarin. Les chercheurs obtiennent vite une réponse. 2 jours plus tard, un autre groupe de 6 hommes a subi la même expérience. Assis à ma place se trouvait un jeune homme de 20 ans, Ronald Madison. Et il est mort en l'espace de 45 minutes de la mort la plus horrible qui soit. Il écumait. L'ambulancier a dit qu'une mousse translucide lui sortait de la bouche. Une mort horrible. Si l'on en croit les dates sur son passeport et ses visites précédentes à Porton Down, il est fort probable que Frank Olson ait été témoin de cette expérience fatale. Selon le journaliste d'investigation Gordon Thomas, Olson aurait fait part de ses inquiétudes à un certain William Sargent. Le Dr Sargent était le psychiatre le plus éminent de Grande-Bretagne. Il dirigeait le service de psychologie clinique à l'hôpital Saint-Thomas. Durant la guerre froide, les services secrets britanniques et américains font appel à Sargent en tant qu'expert. C'est lui qui déterminait si nos agents du MI5 ou du MI6 étaient fiables, s'ils risquaient de trahir ou pas. Frank Olson raconte à Sargent ce qu'il a vu à Porton Down. Il a dit « j'ai vu des choses qui ne devraient pas exister ». Sargent a des doutes concernant Olson. Peut-on encore lui confier des programmes de recherche top secret de la guerre froide? Été 1953, la guerre de Corée touche à sa fin. Des nouvelles choquantes envahissent les ondes. Des pilotes américains faits prisonniers confessent avoir largué des bombes bactériologiques sur la Corée du Nord. The germ bombs were loaded 15 minutes before our mission, while ordinarily our aircraft were loaded 2 hours or more before a mission. Les États-Unis démentent formellement ces accusations. The United States has not and is not using germ warfare of any kind in Korea. Les communistes ont forcément fait un lavage de cerveau aux pilotes pour leur soutirer de faux aveux. Mais comment?
la CIA est bien décidée à le découvrir. La crainte qu'avait la CIA, c'était que les communistes aient une réelle avance scientifique en termes de méthodes d'interrogatoire, qu'ils aient les moyens de faire agir les individus contre leur volonté. Pour combattre cette nouvelle menace, la CIA lance ses propres recherches pour maîtriser l'art de la manipulation mentale. Ils cherchaient des moyens de manipuler et de contrôler le comportement humain. Ils ont étudié les substances chimiques, les électrochocs. Une drogue en particulier attire leur attention, le diéthylamide de l'acide lysergique ou LSD. Ils espéraient pouvoir utiliser cette drogue pour faciliter l'interrogatoire de quelqu'un ou l'utiliser de manière offensive pour programmer mentalement quelqu'un en vue d'une opération. 10 ans avant de devenir une drogue récréative, le LSD devient le centre d'attention de la CIA dans sa recherche du sérum de vérité parfait. Seul petit problème, où trouver des cobayes pour les expériences? Un agent de la CIA m'a dit « On ne pouvait pas le tester sur des femmes au foyer du nord de la Virginie. Ça n'aurait pas été bien. » Donc ils ont trouvé des SDF, des prostituées, des détenus, des membres de minorités dont la vie aux yeux de la CIA n'avait pas autant de valeur que les autres. Au Centre fédéral de recherche sur les addictions de Lexington, dans le Kentucky, le docteur Harry Isbell est engagé par la CIA pour étudier les effets d'une exposition prolongée au LSD. Ces cobayes sont des détenus héroïnomanes, la plupart afro-américains. La méthode était incroyablement approximative. Ils prenaient des détenus volontaires à qui ils donnaient du LSD dans le cadre de l'expérience et ensuite de l'héroïne pour les récompenser. Dans l'une de ces expériences, les détenus reçoivent des doses croissantes de LSD pendant 77 jours d'affilée. Pour le docteur Isbell, il s'agit là de la plus incroyable démonstration de tolérance à la drogue qu'il ait jamais vue. Toutes ces expériences vont à l'encontre du sens commun et de l'éthique médicale. On a du mal à imaginer que des médecins puissent faire des expériences sur des toxicomanes en leur donnant des hallucinogènes et en les récompensant de leur participation avec des drogues pour entretenir leur addiction. Mais c'est vraiment arrivé, nous en avons la preuve. Aux quatre coins des États-Unis, des institutions acceptent de mener des recherches pour la CIA, désireuses de servir leur pays dans la lutte contre le communisme. Tandis que la CIA étudie les effets du LSD sur les individus, l'armée poursuit ses propres recherches pour manipuler des bataillons entiers. Cette expérience sur les drogues hallucinogènes a été filmée à l'arsenal d'Edgewood dans les années 50. On leur donnait du LSD et on leur donnait l'ordre de marcher en formation. Et au lieu de rester en formation, ils partaient dans tous les sens, ils riaient, faisaient les pitres, complètement désorganisés. L'armée recherchait une drogue qui pourrait rendre l'ennemi inoffensif pendant un certain laps de temps sans le tuer. Et au départ, le LSD semblait la drogue idéale dans cette optique. À lire dès samedi dans la presse. Dans l'Allemagne occupée, la CIA peaufine ses techniques pour extorquer la vérité. Et les victimes potentielles ne manquent pas. Des scientifiques transfuges détenteurs d'informations précieuses. Des agents doubles soupçonnés de vendre des secrets aux communistes. Autant de proies idéales pour la CIA. Le sujet était emmené dans une planque en lieu sûr. Il y restait enfermé pendant plusieurs jours. On le privait parfois de nourriture et de sommeil, on lui donnait de l'alcool, des barbituriques, des hallucinogènes et d'autres médicaments. Et on pratiquait diverses techniques d'interrogatoire. Afin de tester au mieux ces techniques, la CIA doit pousser les interrogatoires jusqu'au bout. Il y avait une expression que la CIA utilisait, expérience terminale, c'est-à-dire des expériences qui provoquaient la mort ou de graves blessures.
Parmi ceux qui assistent à ces expériences se trouve le scientifique de Fort Detrick, Frank Olson. Son passeport fait état de plusieurs voyages en Allemagne, y compris durant l'été 1953. Il est profondément choqué par ce qu'il voit. Lors de son voyage retour via l'Angleterre, Olson rend une autre visite au consultant des services secrets, William Sargent. D'après ce que Sargent m'a dit, Frank avait changé à son retour. Il était très remonté, en colère, bouleversé. William Sargent est convaincu que la CIA va se trouver confrontée à un gros problème. Ses secrets ne sont plus en sécurité entre les mains de Frank Olson. Dès que Olson a pris l'avion, sur la base de la RAF pour retourner à Washington, Sargent a appelé son contrôleur au MI6 et lui a dit « On a un problème ». L'information a remonté tous les échelons pour finalement atterrir à Washington. Alice Olson remarque que son mari a changé à son retour. Ce dernier été, quand mon père est revenu, ma mère savait qu'il était bouleversé. Olson a probablement assisté à des expériences ultra secrètes dont peu de gens ont connaissance, même au sein de la CIA. Frank Olson avait emmagasiné tout un tas d'informations sur des sujets top secrets concernant les armes et substances biologiques. Et de ce fait, il aurait représenté une menace sérieuse s'il s'était mis à en parler publiquement. Sidney Gottlieb, responsable des recherches sur la manipulation mentale, est le seul à connaître l'étendue des connaissances d'Olson. Si Olson a livré des secrets d'État, Gottlieb doit absolument le découvrir. Il décide de mener une petite expérience de sa propre conception. Deep Creek Lodge, dans le Maryland, le mercredi 18 novembre 1953. Frank Olson et 6 de ses collègues des opérations spéciales à Fort Detrick assistent à une réunion clandestine. Ils sont rejoints par leurs homologues de la CIA, dont Sidney Gottlieb et son adjoint Robert Lashbrook. L'invitation que nous avons encore, bizarrement, décrivait le scénario de couverture, à savoir un groupe de journalistes pour magazine Chasse et Nature qui se retrouvent dans les bois pour parler de leur métier. D'après les documents de la CIA, après le dîner le jeudi soir, Gottlieb verse une petite dose de LSD dans une bouteille de Cointreau. D'après ce que m'a dit Gottlieb quand je l'ai rencontré, ils étaient inquiets. Si un scientifique était kidnappé par les communistes et qu'il était drogué par l'ennemi, est-ce qu'il livrerait des secrets ? Et il voulait faire un test en organisant cette réunion et en droguant les participants. Et mon père faisait juste partie de ceux qui ont été drogués. Officiellement, tous les scientifiques, à 2 exceptions près, sont drogués à leur insu. 20 minutes plus tard, Gottlieb leur révèle ce qu'il a fait et la réunion commence à dégénérer quand le narcotique fait son effet. Mais ce qui se passe après n'est pas clairement établi. Certains pensent qu'Olson a subi un interrogatoire. Quand Olson rentre chez lui, il est profondément affecté. Il n'avait pas d'hallucination ou quoi que ce soit, il était très sombre et bouleversé. Il a dit qu'il avait fait une terrible erreur et qu'il avait décidé de démissionner. Au lieu d'accepter sa démission, son supérieur l'envoie à New York consulter un psychiatre. Robert Lashbrook de la CIA l'accompagne. Seulement le médecin consulté, Harold Abramson, n'est pas psychiatre, mais allergologue. Il expérimente le LSD dans le cadre des recherches de la CIA sur la manipulation mentale. Les notes du médecin font état de plusieurs consultations avec Olson au cours de la semaine. Le vendredi soir, Olson appelle sa femme, Alice. Il lui a dit qu'il se sentait beaucoup mieux, qu'il voulait la rassurer et qu'il lui tardait de la retrouver le lendemain. Mais à 2 heures du matin, le samedi, Frank Olson tombe du 13e étage de l'hôtel et vient s'écraser sur le trottoir. La CIA affirme qu'il s'agit d'un suicide.
Elle ne donne aucune explication à la famille, mais conclut en secret qu'il a été provoqué par le LSD ingéré 9 jours plus tôt. La vérité pourrait bien être plus effroyable encore. D'après le réceptionniste, tout de suite après la mort d'Olson, l'opératrice de l'hôtel aurait entendu Lashbrook appeler le docteur Abramson. Il lui a dit « il est parti ». Et à l'autre bout du fil, l'autre a répondu « c'est dommage ». Et ils ont raccroché. La brièveté de la conversation est suspecte. Le suicide inattendu d'un patient d'Abramson aurait dû donner lieu à une discussion plus longue. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se suicide en sautant à travers une fenêtre fermée. Je crois qu'il essayait de me dire que quelqu'un l'avait poussé par la fenêtre. Qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un suicide, si William Sargent avait raison et que Frank Olson représentait une menace pour l'agence, sa mort le réduit au silence définitivement. Les secrets sur les expériences de la CIA sont en sécurité pour l'instant. À la fin de la guerre de Corée, des informations alarmantes parviennent à Washington. Des centaines de soldats américains sont toujours retenus prisonniers, soumis à des expériences de lavage de cerveau, puis exécutés. Aux États-Unis, les recherches sur la manipulation mentale s'intensifient. L'objectif est désormais de forcer un individu à se soumettre totalement à un contrôle extérieur jusqu'à lui faire accomplir des actes contre sa volonté sans qu'il en garde le moindre souvenir. La réalité vient de rejoindre la fiction. Dans le film Un crime dans la tête de John Frankenheimer, un soldat sous hypnose est programmé pour assassiner un candidat à l'élection présidentielle. Comme si elle s'inspirait du film, la CIA tente de créer ses propres assassins sous contrôle à l'aide de l'hypnose et de la drogue. On crée une nouvelle identité qui est cachée du reste de la personne par une barrière amnésique. Puis à l'aide d'un code d'accès, on peut faire appel à cette nouvelle identité pour remplir une mission quelconque. Pour créer des assassins sous contrôle, la CIA doit surmonter 2 gros problèmes. Comment provoquer l'amnésie et comment programmer de nouveaux comportements. En 1957, le docteur Ewen Cameron, un éminent psychiatre de Montréal, pense avoir trouvé la solution. L'agence l'a contacté parce qu'elle avait remarqué son travail, notamment 2 techniques, l'électrothérapie intensive et ce qu'il appelait la conduite psychique. Cameron applique ces techniques en les faisant passer pour des thérapies classiques. C'est difficile de décrire à quel point les techniques proposées par Cameron et financées par notre gouvernement étaient horribles et abjectes. Il y a une technique en 3 étapes qui commence par l'effacement des comportements et des modèles passés. Et il y parvenait par le biais de doses massives et répétées d'électrochocs jusqu'à ce que le sujet ne puisse plus avoir de convulsions. Cameron passe ensuite des messages enregistrés dans un casque fixé sur la tête du patient. Cette conduite psychique force le sujet à entendre des phrases répétitives pendant des semaines entières, afin de programmer de nouveaux comportements. La phase finale consistait à effacer tout souvenir de ce qui s'était passé, en endormant les sujets pendant 30 ou 40 jours. Tout ça accompagné de différents cocktails de médicaments. Ça n'a rien d'une thérapie, c'est du lavage de cerveau. Depuis que les Grecs ont inventé l'éthique médicale, la première règle a toujours été « je m'abstiendrai de tout mal ». C'est la règle que Cameron a violée. Sur demande. Vidéo sur demande seulement sur vidéo.téléquébec.tv. Pendant 4 ans, la CIA financera entièrement le travail de Cameron dans l'espoir de mettre ces techniques à profit pour créer un assassin programmable. À travers tout le pays, d'autres psychiatres dans des hôpitaux, des prisons et certaines grandes universités sont également financés par l'agence. Toutes les techniques possibles de lavage de cerveau sont explorées. L'une d'elles en particulier occupera l'agence pendant des années. L'hypnose.
L'objectif que visait la CIA, c'était de pouvoir donner à quelqu'un sous hypnose l'ordre d'assassiner quelqu'un d'autre, comme dans le film Un crime dans la tête. Mais l'assassin ne doit pas se souvenir de ses actes. Vous pouvez prendre un individu lambda, lui faire suivre un entraînement et l'envoyer au combat tuer l'ennemi. Le but de l'hypnose, ce n'est pas que le sujet appuie sur la gâchette, c'est qu'il ne s'en souvienne pas. Comme ça, s'il est capturé et interrogé, il ne peut rien dire. On sait aujourd'hui de sources sûres que l'agence envisage l'assassinat sous hypnose pour un homme en particulier, Fidel Castro. Au début des années 60, plusieurs assassins potentiels sont sélectionnés pour être programmés, mais toutes les tentatives d'hypnose échouent et le projet est rapidement abandonné. Puis en 1968, un assassinat ébranle l'Amérique qui a toutes les apparences d'une opération sous hypnose. Selon certains, c'est l'œuvre d'un assassin programmé, hypnotisé par la CIA. Le 4 juin 1968, jour d'élection pour les primaires démocrates. Il est minuit et le sénateur Robert Kennedy prononce le discours de la victoire à l'hôtel Ambassadeur. Il sort par la cuisine bondée. Soudain, des coups de feu éclatent. « 26 heures plus tard, Robert Kennedy est déclaré mort. Tandis que le tireur, Sirhan Bishara Sirhan, 24 ans, est emmené, plusieurs témoins remarquent qu'il a l'air en transe. Il avait l'air complètement hébété. Il ne se rappelait aucun détail de ce qu'il avait fait et était incapable d'expliquer son geste. On lui a dit ce qu'il avait fait et il n'en revenait pas. L'apparente amnésie de Sirhan intrigue les théoriciens du complot. Ils sont convaincus que Sirhan est un assassin programmé, hypnotisé par la CIA pour assassiner Robert Kennedy, le résultat de 20 ans de recherche sur la manipulation mentale. Mais pourquoi la CIA voudrait-elle la mort de Robert Kennedy? L'avocate de Sirhan avance 3 mobiles possibles. D'abord, le Vietnam. Bob Kennedy s'opposait catégoriquement à la guerre du Vietnam. La fin de la guerre serait allée à l'encontre des intérêts de certaines grandes entreprises américaines qui gagnaient des fortunes grâce à ce conflit. Deuxième mobile, Cuba. Bob Kennedy lui-même était parvenu à la conclusion qu'il était temps de passer un accord avec Castro et Cuba. Et ça ne le rendait pas très populaire. Et enfin, l'assassinat de son frère. Il allait rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère. Ça rendait beaucoup de gens nerveux. Les théoriciens du complot pensent que Sirhan a été hypnotisé par la CIA. Sirhan, sous hypnose, aurait alors brandi son pistolet, mais n'aurait pas tiré les coups de feu fatals. C'était une vraie pagaille. C'était comme si Sirhan avait été programmé pour distraire toutes les personnes qui étaient là, afin de permettre à quelqu'un de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire tuer Kennedy en lui tirant une balle à l'arrière de la tête. Le rapport balistique semble confirmer cette thèse. Kennedy a été touché par 3 balles, toutes tirées par derrière. Le coup fatal a été tiré à quelques centimètres de son crâne. Or, à aucun moment, Sirhan ne s'est trouvé aussi près. Tous les témoignages le placent à au moins 1 mètre de Bob Kennedy, face à lui. Un autre détail vient étayer la thèse du complot, le nombre de balles tirées. Kennedy est touché 3 fois. 5 autres personnes sont également blessées. Or, on relève 7 autres impacts de balles dans les portes et le plafond, ce qui indique qu'au moins 10 balles ont été tirées. Le pistolet de Sirhan, un calibre 22, ne contient que 8 balles. Pour en tirer plus de 8, il fallait donc une deuxième arme.
L'historien Mel Hayton a passé plusieurs années à enquêter sur l'assassinat. Hayton pense que Sirhan pourrait avoir tué Kennedy à bout portant par derrière, même en se tenant à 1 mètre devant le sénateur. Quand Kennedy traverse la cuisine, dans la foule, il se tourne vers sa gauche pour serrer la main aux employés de la cuisine. Kennedy tend le bras droit, présentant à Sirhan son flanc droit comme cible. Et Robert Kennedy a été touché sous l'aisselle parce qu'il a levé le bras en réaction pour se protéger. Et ensuite, la trajectoire des balles suit la tête de Kennedy tandis qu'il s'écroule par terre. Pour déterminer le nombre de balles tirées, Hayton envoie à Steve Barber, un expert en acoustique, une copie du seul enregistrement audio existant de l'assassinat. Tout à coup, j'entends pop, pop, pop. Et un hurlement de femme très aigu, juste après les coups de feu. On entend 2 bruits non identifiés 3 secondes avant le premier coup de feu. J'ai éliminé le premier bruit. Je pense que c'est le micro qui a heurté quelque chose. Pour le deuxième bruit, je pense que c'est soit une porte qui claque contre un mur, soit un ballon qui éclate. Un graphique de l'enregistrement montre clairement un pic à chaque coup de feu. On voit distinctement que 8 balles ont été tirées. Si les partisans de la thèse du complot pensent qu'il y a eu plus de 8 coups de feu, il faudra qu'ils expliquent l'absence de détonation sur l'enregistrement. Pour Hayton, il ne fait aucun doute que Sirhan était le seul tireur et que la CIA n'a rien à voir dans l'assassinat. De nombreux experts en hypnose mettent en doute la validité de la théorie de l'assassin programmé. Je ne pense pas qu'un déclencheur puisse induire un état dans lequel le sujet commettrait un meurtre. La CIA elle-même parvient visiblement à la même conclusion. En 1968, après avoir investi des millions de dollars, l'agence abandonne ses recherches sur la programmation d'un assassin sous hypnose, décidant que c'est irréalisable. En 1972, Sidney Gottlieb met fin aux recherches sur le contrôle biologique et chimique du comportement humain, citant leur manque de pertinence pour les opérations clandestines. Le grand public américain continue d'ignorer l'existence du programme de manipulation mentale de la CIA. Mais le 11 juin 1975, le Washington Post publie un article sur un chercheur civil qui aurait ingéré du LSD à son insu et se serait jeté par la fenêtre d'un hôtel à Manhattan. Le journal ne cite aucun nom, mais les Olson reconnaissent immédiatement l'histoire de la mort de leur père, 22 ans plus tôt. Ils décident de rendre l'affaire publique. Toutes les grandes chaînes de télé sont présentes lorsque sa famille ajoute le nom de Frank Olson à la liste des victimes de la CIA. La source de l'article sur la mort de Frank Olson provient du rapport de la commission Rockefeller. Créée après le Watergate, cette commission présidentielle enquête sur les activités illégales de la CIA sur le territoire américain. Les Olson décident de poursuivre l'agence pour la mort de leur père. This death was the result of CIA negligence and illegality on a scale difficult to contemplate. Et moins de 10 jours plus tard, on était dans le bureau ovale à la Maison-Blanche et Gerald Ford en personne nous présentait ses excuses. La famille reçoit 750 000 $ de dédommagement pour la mort de Frank Olson. Sous l'impulsion de ce battage médiatique, le Congrès lance sa propre commission d'enquête sur la CIA, présidée par le sénateur Frank Church. Sidney Gottlieb et Robert Lashbrock sont appelés à témoigner. Well, there was, of course, claims or thoughts that maybe great things could be done with hypnosis. One small project in which we had a hypnotist do some experiments, primarily to see what the limitations of hypnosis might be. Can you make a person do something under hypnosis that he would not ordinarily do? Ces révélations font l'effet d'une bombe.
80 institutions ont été engagées par la CIA pour travailler sur la manipulation mentale, ce qui a coûté aux contribuables l'équivalent de 30 millions de dollars aujourd'hui. La commission conclut que l'agence a fait preuve d'un mépris fondamental pour la valeur de la vie humaine. L'ancien directeur de la CIA, Richard Helms, révèle qu'en 1973, il a donné l'ordre à Sidney Gottlieb de détruire tous les dossiers concernant les expériences de manipulation mentale. Mais certains ont échappé à la déchiqueteuse. Vous pouvez être sûr que dans n'importe quelle agence gouvernementale, il y a toujours un comptable quelque part qui a un double des documents. Et les documents financiers contenaient les descriptifs des programmes et les propositions de projets. Parmi les dossiers rendus publics par la CIA se trouvent plusieurs mémos internes écrits immédiatement après la mort de Frank Olson. Les documents décrivent l'incident de Deep Creek Lodge comme une expérience anodine, avec des doses minimes de LSD visant tous les hommes présents à l'exception de 2. Apparemment, aucun participant n'aurait eu de réaction anormale à la drogue. Mais il y a aussi un mémo du consultant pour la CIA, Harold Abramson, qui a vu Olson la semaine suivante. D'après lui, l'expérience a été mise sur pied dans l'intention spécifique de piéger Frank Olson. Ces versions contradictoires vont hanter Eric Olson de longues années. Il est convaincu qu'il y a eu acte criminel. Dans sa quête pour la vérité, il se tourne finalement vers le seul homme en qui il peut avoir confiance, son père. Quand l'appel a commencé à creuser, c'était un matin au début du mois de juin 1994. Et je me suis dit, enfin, on va l'ouvrir. L'exhumation est supervisée par un expert en médecine légale, le professeur James Stars. Le corps était, si je puis dire, remarquablement bien conservé. Un détail lui saute immédiatement aux yeux. Il n'y avait aucune trace de lacération sur le visage et la tête. Ce qui est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie et la version racontée à la famille. Et il y a autre chose que la CIA ne tient pas à ce que les Olson découvrent. Le crâne présente un gros hématome au-dessus de l'œil gauche, bien visible, et pourtant absent du rapport d'autopsie. Or, Olson a heurté le sol les pieds en avant, puis est retombé en arrière. C'est peut-être parce que, comme on le soupçonnait, quelqu'un l'a frappé à la tête pour qu'il soit dans l'incapacité de se défendre. Puis l'inévitable s'est produit, il l'a poussé par la fenêtre. Si c'est le cas, Frank Olson a été assassiné. Au cours de son enquête, Eric Olson fait une découverte troublante. L'année même de la mort de Frank Olson, la CIA publie son premier manuel d'assassinat. Et ce manuel décrivait la manière idéale de tuer quelqu'un en faisant croire à un accident. Et le meilleur moyen pour y parvenir, c'était par une chute depuis un étage élevé, d'au moins 22 mètres de hauteur. Ça disait qu'il fallait assommer le sujet. C'était le terme employé. Assommer le sujet avant de le faire tomber. D'un coup sur la tempe, au-dessus de l'œil. C'est un mode opératoire qui colle parfaitement à ce que nous avons découvert et interprété d'après les restes du Dr Olson. Je pense que Frank Olson a été intentionnellement, délibérément et de manière préméditée poussé par cette fenêtre. Mais le journaliste d'investigation John Marks n'est pas de cet avis. J'ai passé énormément de temps à enquêter sur le sujet. Je n'ai jamais trouvé la moindre preuve indiquant qu'Olson ait été poussé par la fenêtre. Il faut se rendre à l'évidence. Quand on fait ce genre de travail illégal, immoral et top secret pour le gouvernement, on doit être prêt à en assumer les conséquences, à savoir se débarrasser des gens qui posent des problèmes. Et le meilleur moyen, c'est de faire croire à un suicide. Dans sa lutte contre le communisme, le gouvernement a bafoué les droits de nombreux individus. Lorsque le professeur Stars interroge Sidney Gottlieb à propos des expériences secrètes de la CIA sur des cobayes humains, celui-ci répond que si c'était à refaire, il recommencerait.
Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte que j'avais la sécurité de notre pays entre les mains. Pendant la guerre froide, presque tout était justifié. Et si vous étiez contre, vous n'étiez pas un patriote. Dans le climat de la guerre froide, comme dans toute l'histoire de l'humanité, le modèle qui prévaut, c'est que la guerre, c'est l'enfer. Et qu'il faut faire beaucoup de choses terribles et que beaucoup de gens meurent et souffrent. Mais on se justifie en disant qu'on le fait pour protéger l'Amérique. C'est le lien qui nous unit en tant que culture. Qu'est-ce qui est justifiable au nom de notre sécurité? Les atrocités médicales sont-elles justifiables? Visiblement.